Les problèmes de connexion, d'accord. Voilà. Oui, oui, tu n'es pas le seul à en avoir. Ah oui. Olivier, Je vois, oui. C'est bien reçu, Dominique? Bonsoir, Dominique, oui. Parfait, Ça y est, c'est super. bon. On va pouvoir commencer. Oui, maintenant il faut que je télécharge. Là, maintenant, c'est le tour de résoudre les problèmes. Bon, ben, j'en profite pour vous remercier à vous pour avoir organisé cette journée et m'avoir invité. C'est beaucoup d'honneur parce que moi j'ai connu Étienne, en fait ça a été un appel au secours. J'étais lancé dans ma thèse avec Jean Intermaillère là, de Lyon 3 en droit de l'environnement et puis je faisais j'étais arrivé sur le terrain au Mali et en fait j'ai eu un choc culturel, donc j'ai appelé Jean Intermaillère qui m'a parlé de droit de propriété qu'il fallait généraliser, etc. Bref, donc ça collait pas du tout. Et puis je crois que je sais pas si c'est l'AFD ou en tout cas j'ai téléphoné à Étienne Leroy directement au labo que je ne connaissais pas du tout et je lui ai expliqué ma situation, mon sujet de thèse. Il m'a dit OK, voilà, il m'a prodigué quelques conseils et puis de retour sur le terrain, de retour après à Paris, je suis allé le voir et j'ai changé de directeur de thèse parce que ça n'allait pas du tout. Voilà, vous m'entendez? Oui, oui. Pardon, d'accord, parce que moi je Bravo. vois voilà. Et donc il faut dire que moi j'étais un juriste classique, hein. J'étais pas anthropologue du droit du tout, et donc je suis devenu peu à peu, grâce à Étienne, anthropologue du droit et grâce à ma femme aussi, qui était anthropologue et qui m'a formé à l'anthropologie. Et donc avoir une vision beaucoup plus fine et beaucoup plus subtile des choses. Et ça m'a aidé à travailler sur mon sujet qui est porté sur le foncier. Et finalement, au début, c'était très environnement. Et je me suis rendu compte de l'intérêt et de la nécessité de passer sur une problématique vraiment foncière du rapport à la terre. Et ça me paraissait vraiment essentiel. Voilà, alors. Super. Ben, merci. Ben, on va passer alors voilà, la diapo. Donc, et là, ce que je veux souligner, c'est que je veux mettre à l'honneur finalement et rendre hommage à la capacité à Étienne Leroy d'innovation, de transmission et d'être précurseur. Et c'est ça qui m'a véritablement fait engager dans le métier de chercheur finalement et qui m'a fait réussir ma thèse. Et je voudrais ici donc à travers cette présentation développer quelques idées clés pour que j'ai voilà très novatrices qui m'ont complètement forgé. J'ai été forgé par les travaux d'Étienne parce que j'étais parti avec j'avais une cantine remplie de ces documents. À l'époque, il n'y avait pas les PDF et tout ça. Et j'ai travaillé sur le terrain avec ces documents, enfin que j'avais déjà bossé, mais bon, vraiment j'ai été piloté sans qu'ils le sachent forcément, quoi. Hein, mais en tout cas, vu que la distance, enfin, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas WhatsApp, etc. Et donc, on ne pouvait pas communiquer comme maintenant. Et donc, mais j'avais moi ces documents et je me suis accroché à ces travaux qui m'ont passionné dès le départ. Et donc, j'ai pu, grâce à sa bienveillance, travailler sur le foncier environnement. Donc, sur un concept déjà complètement novateur, mais il venait juste d'avoir là le sommet de la Terre de Rio, qui en fait nous a un peu propulsés puisque les bailleurs de fonds nous ont aidés. Et c'était pas l'AFD, mais l'équivalent, c'est de la coopération française qui nous a financé avec le CNRS, le programme environnement, le CIRAD, etc., sur le travail du foncier environnement. Voilà, on va passer. Donc ça m'a permis après de poursuivre et d'arriver là à la notion de coviabilité socio-écologique. Alors, l'idée forte que j'ai retenue dès le départ d'Étienne Leroy, c'était de décoloniser la pensée juridique. Et cette idée forte, je l'ai toujours en moi.
Parce qu'en fait, toute la démarche d'Étienne, et moi j'avoue que j'ai pas peur des mots là, c'est une révolution juridique qu'a apporté Étienne pour penser le droit africain en africain, ou penser le droit en tout cas d'ailleurs d'une manière beaucoup plus endogène et nationale, locale, en se dégageant de tout ethnocentrisme. Et c'est le piège. C'est le piège que l'on a, surtout quand on est juriste classique. Alors là, n'en parlons pas. Anthropologue, on tombe quand même dans le piège de l'ethnocentrisme. C'est un exercice, c'est que qu'on retrouve, on est vraiment confronté à ça, au fait que on va porter des jugements par rapport à une analyse par rapport à nos propres référents culturels, et il faut s'en départir. Et ça, c'est vraiment extrêmement difficile. Moi, ça m'a souvent hanté, ça, et souvent je devais me flageller pour justement éviter de penser comme l'article 544. J'entends encore maintenant, malgré tous les travaux d'Étienne, malgré toute l'évolution, mais ce n'est pas de la propriété au sens civiliste de 544, c'est autre chose. Si ce n'est pas de la propriété, pourquoi vous parlez de propriété? Et ça, j'ai des collègues, etc., qui sont, et peut-être même autour de la table, c'est tellement ancré, ce droit des biens est tellement ancré qu'on a du mal à s'en dépêtrer. Et alors, on va parler de propriété en disant oui, mais on va définir la propriété différemment. Non, la propriété, elle est définie par 544, c'est une approche, il faut trouver autre chose. Trouver un autre terme, autre chose. Et Étienne l'a fait. Et Étienne a parlé de maîtrise, un autre régime foncier, celui des maîtrises foncières. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il a vraiment pigé, quoi. Rapidement, je ne sais pas, mais en tout cas, il a pigé tout au long de ses travaux. Et c'est ça qui m'a complètement, moi, mis en selle. Voilà, cette capacité à sortir du rang et à trouver autre chose. Et vous savez, dans le monde de la recherche, trouver, c'est pas la chose la plus commune. On dit, c'est vrai qu'il y avait Coluche qui avait cette expression, un chercheur qui trouve, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et il y a eu une étude sur 60% des publications scientifiques, en fait, il y a rien de nouveau. Et ça continue allègrement. Lui, Étienne, trouvé. Alors, comment s'extraire de ce régime du droit des biens? Ça a été justement tout le travail d'Étienne à travers, enfin une partie, ou je ne dis pas tout parce que ça dépasse largement ça, mais une théorie autour de cette théorie des maîtrises foncières par une anthropologie juridique appliquée. Et le plus difficile, vous savez, c'est dans ce métier, c'est de formaliser un autre régime. Formaliser un autre régime, mais c'est un oxymore, quoi. C'est impossible. On est considéré comme un fou dans le monde des juristes, penser autrement et innover. Et donc voilà, innover, la propriété, si ce n'est pas un régime de droit de propriété, c'est autre chose, eh bien allons-y dans cette autre chose, mais là il faut avoir la capacité de s'extraire de ce gang du droit des biens. Voilà, on va avancer. Je vais essayer d'avancer assez rapidement. S'il vous plaît, Dominique, merci. Donc, refuser toute approche coloniale du droit constitue un apport substantiel dans l'œuvre d'Étienne. Voilà. Et je vais vous exprimer ici, vous exposer rapidement des nouveaux concepts auxquels Étienne aurait pu apporter son éclairage. Malheureusement, il est parti bien trop tôt. Voilà, Dominique, diapo d'après. Ça va t'en prendre 30 secondes. Ouais. C'est un peu long. Oui, d'accord. Donc, en 2 points, finalement, mais je vais aller assez vite quand même, les diapos vont se succéder rapidement. Travailler sur une écologie foncière, donc, parce qu'en fait, le droit, et ça, je l'avais déjà dès ma thèse, j'avais conscience qu'on était face à une urgence écologique, et donc, le développer par deux points essentiels, c'est une juridicité. Alors là, bien sûr, je reprends le terme et tous les travaux d'Étienne, mais la socio-écologique, avec des clés de lecture spécifiques,
où j'ai dû adapter, et puis un droit des utilités éco-foncières. Et là, on va sortir de ce cadre du régime du droit de propriété. Et puis, en deuxième point, le droit de la coviabilité. Là, on en est j'allais dire, c'est assez propédeutique, hein. On en est au début, avec une entrée par la viabilité comme lien de droit, par la solidarité écologique, une ontologie juridique, cette notion d'ontologie qui maintenant doit vraiment imprégner le droit et faire sortir en fait de la notion de droit coutumier. Je l'entendais là par Dominique. Là, nous, on n'emploie plus la notion de droit coutumier, elle est bannie. Elle est bannie parce que c'est du droit endogène. Voilà, on sort d'une terminologie colonialiste. Et que je dis on, c'est le doctorant. J'ai pas mal 5-6 doctorants africains et eux, ils trouvent tout à fait normal de parler de droit endogène et plus de droit coutumier. Donc il faut s'extraire de là. Et puis le dernier point, ça sera point rapidement sur le droit négocié, parce que l'idée c'est de sortir de cette vision, de cette approche pyramidale du droit pour entrer dans une co-construction d'une régulation à l'échelle locale à travers des pactes territoriaux de coviabilité. Alors, une écologie foncière, le droit face à l'urgence écologique, trois impératifs. D'abord, il faut absolument changer de raisonnement, de façon de voir les choses, de paradigme, et je dirais même d'ontologie, mais là, on va le voir un peu plus loin. Et là, on ne va même plus parler maintenant d'environnement, mais de vivant. Parce que l'environnement, c'est une vision anthropocentrée, c'est-à-dire on situe, c'est ce qui environne l'homme, hein, mais le vivant, c'est plutôt la biosphère. Et là, nous sommes à l'ère, justement, de raisonner beaucoup plus en termes de biosphère. Alors, l'objectif, là, c'est de sortir d'un ethnocentrisme exacerbé. Alors, l'ethnocentrisme, je l'ai souligné déjà, et Étienne l'a bien fait. Puis le troisième point, c'est cette dimension ontologique dont j'ai parlé, c'est-à-dire des différents modes d'existence qui sont conditionnés par les modes d'être, de penser, d'agir et de décider. Et là, on sort radicalement, enfin oui, on sort grandement d'une approche purement culturaliste. Alors, une juridicité socio-écologique, j'ai mis quelques schémas là, mais bon, voilà, on va pas rentrer dedans, bien sûr. C'est en fait de travailler, j'ai de suite dû travailler sur une clé de lecture. Et ça a pris toute la durée de ma thèse, de travailler sur une clé de lecture et de développer après, une fois que j'étais chercheur au sein de l'IRD, une clé de lecture qui sortait effectivement du cadre de Schalger et Ostrom, qui sortait de Schalger en tant que juriste, et qui s'accrochait au cadre conceptuel d'Étienne Leroy. Voilà, avec une différence de régulation entre droit subjectif et droit objectif, mais là je vais passer plus loin pour pas. On pourrait rester 2 heures là-dessus ou plus même. On va passer, Dominique, merci. Un exemple au Maroc. Un exemple, eh bien, ça a été une analyse sur le terrain de la répartition des droits. Voilà, comment on répartit les droits. Et là, on ne va pas raisonner du tout en termes de régime de droit de propriété parce qu'il n'existe pas. En tout cas, là où j'ai travaillé. Hein. Il existe peut-être effectivement en milieu urbain, mais le droit de propriété, oui, et puis ailleurs, bien sûr, parce qu'il y a eu un phénomène d'appropriation au Maroc, mais il y a beaucoup chez les tribus, donc une très grande partie du pays, eh bien, un rapport au territoire complètement différent, collectif. Et, eux, ils parlent de propriété collective, parce que, évidemment, le terme de propriété, on ne peut pas, voilà, les experts qui sont intervenus ou les Marocains qui ont été formés au droit en France ou aux États-Unis, bien évidemment, il n'y a que ce mot qui sort parce qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, propriété collective, c'est donc un genre, on peut voir un genre d'oxymore. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a une série de droits d'exclusion, de droits d'exploitation, voilà. Et c'est cette relation entre les différents types de droits avec les acteurs auxquels j'ai travaillé. Voilà. Et ça se raccorde totalement aux apports d'Étienne. Voilà. Alors, on va passer
Là aussi, on pourrait y consacrer bien longtemps. Tout comme ce schéma-là, où finalement, l'idée, c'était savoir, mais comment définir le droit? Pendant des années, la question, elle aime tarabiner le cerveau. Quel droit? Et pas qu'à moi, parce que je voyais dans la littérature, c'est énorme, là. C'est énorme. Qu'est-ce que le droit? Là, c'est vraiment c'est un Graal à atteindre. Eh bien, voilà, moi, je suis arrivé à cette idée de droit rationnel qui va s'opposer un peu au droit empirique, plutôt endogène, et avec en intersection le travail que j'ai pu mener là sur le droit négocié à travers des conventions locales et des chartes ou des pactes de territoire. Donc là aussi, je pourrais passer de quelques heures. Alors, en deuxième point, c'est un droit des utilités éco-foncières, en fait. Parce que là, je rejoins complètement tous les travaux de mes collègues sur les communs, hein, bien sûr, là, on se rejoint, où je vais présenter, après cette diapo, une matrice des droits des utilités. J'ai parlé de droits des utilités parce que ça me paraissait très empirique et très proche des réalités, en fait. Et ce droit des utilités permet une lecture des fonctions écologiques et des utilités sociales. Voilà. Donc je fais là, on va voir dans le tableau la relation entre espace-ressources et acteurs. Et c'est tiré de 5 terrains sur lesquels j'ai travaillé en profondeur. 5 terrains au Mali, au Sénégal, au Tchad, au Maroc et puis en Guyane française. J'ai pu avoir adopté le même protocole de recherche. C'est ça qui m'a permis de déterminer cette matrice qui fait ressortir à la fois le contrôle du territoire, donc pour l'aspect gouvernance, et puis l'accès à la ressource avec cette notion de prérogative quand je parle et par rapport à l'espace ressource considéré. Et là, on a défini, j'ai pu définir la notion d'espace ressource plutôt qu'une autre notion, et bien sûr pas, on n'est pas du tout dans un régime de droit de propriété là. Et je donne la définition sur la gouvernance là, mais bon, on va passer, Dominique, voilà. Donc en quelques secondes là, il ne s'agit pas d'entrer à l'intérieur, mais c'est cette relation entre prérogative et gouvernance qui a été décryptée. Et là aussi, c'est sous-tendu par les travaux d'Étienne. Hein. C'est pas trouvé ça comme ça. C'est pas sorti d'un chapeau. C'est tous les travaux qui, petit à petit, que j'ai suivis d'Étienne, eh bien, m'ont alimenté. Voilà, m'ont alimenté et sont arrivés à être dans une précision comme ça autour d'une différence de droit, donc une articulation des droits. Donc, bon, après, on parle de faisceau de droit, mais c'est une articulation de droit plutôt, une articulation de droit autour d'enjeux d'espace ressources, entre la relation entre acteurs, hein, qui sont sujets de droit, et les décideurs, et puis ces espaces ressources. Voilà, Dominique, on va passer à l'autre. Voilà. Alors, un autre exemple, là je passe sur un autre exemple, ça a été sur justement une expertise pour le foncier, sur le foncier au Tchad. Et là, on m'a demandé de travailler sur un droit foncier qui soit adapté, qui soit finalement réalisable, quoi, concrètement. Parce que quand vous allez sur le terrain, quand vous sortez de N'Djamena, vous êtes dans un autre monde. Hein. Faut arrêter de penser. Alors bien sûr, il y a des immatriculations, etc. On s'est rendu lors de cette expertise au niveau des bureaux fonciers là qui s'occupaient de ça, mais c'est terrible parce que là, il y a vraiment une fausse idée de sécurisation foncière. C'est bien la propriété, quoi. C'est vraiment une fausse idée. D'un côté, vous avez cette logique de droit foncier législatif avec un rapport de propriété foncière, hein, parce que là, ils ont fait pas un copier-coller, mais presque. En tout cas, c'est extrêmement d'obédience occidentale, donc cette vision du monde, alors que quand vous allez vous débarquer dans des villages tchadiens, ben on est sur une autre planète. Bon, voilà, et pareil, quand j'ai débarqué en Indonésie, j'étais sur une autre planète, dans les villages, hein, bon, j'entends bien.
Voilà. Donc à chaque fois, on est sur une autre planète. Alors pourquoi vouloir absolument appliquer et imposer cette vision occidentale? Donc ça, c'est assez, ça devient de moins en moins acceptable et ça devient terrible parce que à côté, vous avez des droits endogènes. Bon, vous parliez de droits coutumiers. Bon, nous, on parle de droits endogènes, c'est-à-dire un droit interne aux groupes sociaux. Voilà. Et là, c'est plus scientifique comme approche, avec un rapport de maîtrise sur les ressources. Voilà. Donc là, hop, la notion de maîtrise apparaît parce qu'elle est pertinente. Parce que les travaux d'Étienne étaient pertinents, appliqués sur le terrain, c'était pertinent. Alors, bien sûr, ça révolutionne. Le côté révolutionnaire, eh bien, je peux vous dire Étienne en a subi les conséquences et en a bavé, et moi-même également. J'en ai bavé parce que sortir des rangs, sortir des rails, sortir de la pensée mainstream, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est pas que c'est difficile, c'est que les conséquences sont là. La réceptivité n'est pas toujours là. C'est comme actuellement moi je parle d'urgence écologique, mais beaucoup n'en parlent pas parce qu'il ne se passe rien, peut-être pour eux. Alors sur la dynamique foncière là au Tchad, en fait, ce qu'il fallait mettre en avant, c'est que cette idée de procédure d'immatriculation foncière, elle est peut-être valable en milieu urbain, ça, j'en disconviens pas, où on doit construire, on doit bâtir, certainement, mais en dehors du milieu urbain, en milieu rural, on est vraiment dans une détention d'usage, d'exploitation ou dans une possession, avec une mise en valeur qui souvent ne correspond pas avec des textes, quoi. On a une forme de mise en valeur qui est différente, et le pâturage est une forme de mise en valeur. Voilà, alors, des propositions juridiques qui ont été faites à cette occasion, c'était un droit foncier rural à repenser en termes d'usage et exploitation, hein, considérer la notion de ressources, des utilités, plutôt que l'appropriation du fonds. L'idée, c'est de sortir de cette appropriation et de rentrer dans l'usage, parce que c'est en fait ça le fond de la problématique. Et je crois que j'ai vu que Sigrid va présenter avec notre collègue, va présenter donc un passage là-dessus sur Moélie. Donc là, c'est parfait. Et ça va corroborer tout à fait mes propos. Alors, le statut de la terre, c'est l'élément essentiel. Qu'est-ce que la terre? Est-ce que c'est une marchandise ou pas une marchandise? Est-ce que c'est de l'individuel ou du commun, etc. Donc, il faut passer par là. Et le problème, c'est que toutes les politiques foncières ne rentrent pas là. On rentre comme si le régime de droit de propriété, c'était le foncier, point barre. Et au-delà, pas de salut. Eh bien non, parce que ça ne fonctionne pas. Depuis 30 ans, 40 ans, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, le deuxième point, c'est un droit foncier à repenser en termes environnementaux. Donc, je dirais même maintenant en termes écologiques. Parce que maintenant, on peut plus s'exclure et sortir de cette relation à notre planète et avec le vivant. Là, je passe on est arrivé à proposer un régime de détention de droits des utilités, des droits d'usage, un régime de possession foncière, de possession, mais on possède des droits, mais on ne possède pas le fond, on n'est pas propriétaire, on ne s'approprie pas l'espace. Et puis cette idée de droit négocié où on va co-construire entre tous les acteurs territoriaux à travers de conventions, chartes ou formes de régulation territoriale, eh bien ce rapport à la terre. Alors, deuxième point, un droit de la coviabilité socio-écologique pour se donner un futur. Alors là, j'ai travaillé pendant plusieurs années en interdisciplinarité avec plein de collègues autour d'un ouvrage qui est sorti. Vous avez les 2 volumes là sur la coviabilité donc socio-écologique, édition Springer. C'était donc une centaine de chercheurs de toutes disciplines confondues, en partant des mathématiques d'ailleurs. Et ça a été une aventure assez extraordinaire et ça m'a permis de continuer encore. Vous voyez, donc cette idée de coviabilité, elle existe déjà même dans ma thèse. Moi, je l'ai retrouvé comme ça par curiosité, j'y suis retourné et j'ai vu que j'employais le terme plutôt
Voilà, j'ai pas travaillé dessus, bien sûr, mais c'est maintenant que j'y bosse et je me rends compte que finalement, voilà, tout le fondement d'Étienne Leroy, finalement, m'a alimenté et m'a permis d'arriver là où j'arrive et où je continue, quoi. Dominique. Voilà, alors rapidement, parce que le temps passe, je suis désolé, je parle trop, mais la viabilité, là, on va prendre en compte un élément essentiel, c'est la viabilité qui va être un lien de droit par la solidarité écologique, en sachant que la notion de solidarité écologique a été adoptée par le législateur français en 2016 dans la loi sur la biodiversité. Et a intégré un sixième principe dans L110.1 du Code de l'environnement français sur la solidarité écologique. Donc là, on a une entrée forte. Bon, la définition du législateur français est assez succincte et puis bon, analphabète bien sûr, mais c'est pas grave. Déjà, le terme est introduit et il parle d'interaction entre système humain et écosystème. Bon. Alors, mais par contre, cette notion de viabilité, elle s'ouvre sur deux dimensions, celle d'un collectif. Je n'avais pas fini, Dominique, je m'excuse. Donc voilà, rapidement, celle d'un collectif et celle d'un lien de viabilité. Voilà, celle dans le collectif qui réunit pas simplement les humains, mais aussi les non-humains. Donc vraiment un commun humain-non-humain. Et puis un lien de viabilité parce que finalement, là, on va sortir de ce fantasme onusien du développement durable pour arriver non pas à l'idée de développement, non, mais à l'idée de viabilité. Maintenant, on en est à l'idée de viabilité pour rester en vie, pour demeurer en vie et se développer, mais en restant dans une logique de bien-être et de One Health, de santé commune, humain et écosystème. Voilà, on va avancer. Merci Dominique de me presser. Sur la notion, alors c'est cette notion de solidarité écologique qui va exprimer c'est-à-dire d'interdépendance. Finalement, on est vraiment interdépendant. Alors en Afrique, il y a une interdépendance entre la terre et l'homme, quoi. La terre parentalisée, comme le disaient bien nos anciens. Avant Alain, il y avait Alain, mais il y avait enfin, je sais plus, il y avait beaucoup d'auteurs qui parlaient de parentalité de la Terre. Et c'est vrai, parce qu'il y avait cette relation qui était autre qu'une relation d'objet. Et finalement, la Terre était sujet de droit. Elle est sujet de droit. Et là, j'ai mes doctorants qui travaillent là-dessus, sur le foncier, où la terre, d'ailleurs, même la notion de foncier est à réfléchir, parce que finalement, on n'est plus dans un rapport de fond, donc européen ou occidental, mais on est dans un rapport avec un vivant, avec un espace de vie. Et la Terre en elle-même, c'est un écosystème assez fabuleux, rempli d'éléments biologiques. Alors, ce lien de viabilité, cette solidarité se traduit en termes de lien de droit qui est défini par, comme un accrochage juridique entre une entité et une autre. Voilà, on va passer là. Voilà. En d'autres termes, l'enjeu même du droit consiste à maintenir la viabilité sociale par la reproduction du groupe. En fait, c'est cette reproduction du groupe et que cette reproduction du groupe ne soit pas conditionnée par le fait d'avoir l'iPhone 20 ou pas. On n'a pas l'iPhone 20. Enfin, moi, je ne l'ai pas, et beaucoup l'ont pas encore. Mais c'est pas ça qui fait qu'on va se développer. Ce qui va se développer, et l'objectif, c'est rester vivant, quoi. Voilà, c'est cette viabilité actuellement. Et donc là, on entre dans cette dimension avec la solidarité écologique de coexistence. Et cette notion de coexistence, eh bien, elle est essentielle entre les êtres humains, entre eux, bien sûr, mais entre eux et puis les écosystèmes qui les font vivre. Et je mets un point là sur les communautés locales des peuples autochtones qui s'ancrent totalement dans ce paradigme où les non-humains deviennent sujets de droit par destination. Voilà. Et là, on va avancer parce que sinon je resterai trop longtemps.
Ontologie juridique, alors c'est le droit du rapport au vivant. L'ontologie juridique, l'ontologie, la notion d'ontologie, c'est la manière d'exister, tout simplement. Hein. Et on va parler d'ontologie parce qu'il y a une diversité d'ontologies dans le monde. Et là, vous avez une image et derrière, vous avez un Wayana qui a un masque. Vous voyez, il a un masque et il pêche au harpon. C'est ça qui est assez incroyable, quoi. C'est que là, on est chez les Amérindiens. Vous avez des Bassaris, Bamana, etc. Et j'ai mis des flèches là pour vous montrer finalement que, en fonction de la population concernée, on est à des paradigmes juridiques différents. Il y a des relations qui s'établissent avec le vivant. Donc, la manière d'exister, la manière de penser et de faire qui vont amener à complètement une autre logique et une autre forme juridique. Voilà. Alors là, le paradigme d'assimilation, c'est-à-dire qu'on va s'assimiler à un arbre, une espèce, etc. Là, ça va développer des façons de penser en être existentiel. On parle d'habitus. La distinction où là on va distinguer homme-nature, parce que la notion de nature même elle est complètement inventée par le mode occidental, hein. Elle n'existe pas en fait, c'est un artefact complet cette notion de nature, et elle n'existe pas chez les Wayana, elle n'existe pas chez les Bassaris, etc. Bon, là où j'ai pu travailler, non, on ne traduisait pas cette notion de nature, n'avait pas une traduction avec un seul mot, mais on disait alors on expliquait, c'est la rivière, les oiseaux, les arbres, voilà. Il y avait 2 ou 3 phrases pour expliquer ce qu'était la nature, parce que c'est un terme purement occidental. Alors, la nature, sujet, la nature, elle est objet, de toute façon, elle est objet, et elle va, en tant que distinction, on va se distinguer de la nature, mais en se distinguant de la nature, chez certaines populations, eh bien, ça va se traduire par un droit dit coutumier, donc là, j'ai employé le terme de coutume, les façons de faire, d'être social. Et en troisième lieu, il y a cette opposition, et là, la nature, elle devient vraiment un objet. Et on tombe dans le naturalisme, c'est-à-dire dans cette séparation entre l'homme, radicale entre l'homme et le reste du vivant. C'est ce sur quoi nous travaillons. C'est dans quoi nous vivons ici en Occident, mais ce n'est pas la réalité partout dans le monde, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, quoi. Alors on va passer là, parce que là aussi je pourrais discuter pendant plusieurs. Alors là, rapidement, en fait, je vous ai parlé de naturalisme. Là, on a la définition, et là, on a la présentation d'un certain nombre d'ontologies développées par Philippe Descola pour l'animisme autour des liens de communication, le totémisme, où on s'identifie, l'analogie, hein, où on constitue une chaîne parmi les autres êtres. On est dans cette chaîne des êtres. Donc, alors vous avez là donc une projection de la culture sur la nature, ou bien une continuité nature-culture, pour employer le terme nature, hein, volontairement là. Et avec ce naturalisme, vous avez c'est-à-dire chez nous, qui développe un lien de subordination et de prédation en différenciant bien culture de la nature. Je dirais culture des écosystèmes, etc. Et le coviabilisme, et cette coviabilité-là, justement, c'est de transcender tout ça, et puis à travers un lien de viabilité, de développer les interdépendances avec des intériorités, des physicalités similaires. Mais on va passer par les diapos d'après. Là, on voit encore rapidement, c'est ça, c'est ce transect des représentations qui a permis de développer différents types de niveaux juridiques, de régulation endogène, moniste ou bien post-moderne, avec un droit de régulation ou négocié. Mais on va passer là, Dominique. Je ne vais pas être trop long. Alors l'ontologie, voilà, je donne la définition de l'ontologie que j'ai donnée, et à savoir que l'ontologie juridique, et c'est là où Étienne Leroy avait vraiment bien pigé, quoi. Il parlait d'anthropologie. À un moment donné, il se disait même plus anthropologue que juriste, mais je le comprends complètement. Sur le moment, j'étais un peu étonné, mais finalement, avec le recul, il avait complètement raison. Et là, l'ontologie juridique ne peut se définir qu'avec
et que par une ontologie anthropologique. Et là, il était à 200% dans la. Enfin, moi, je le rejoignais quasiment toujours, mais là, complètement. Là, complètement, il avait vraiment pigé ça. Alors, l'ontologie juridique, elle va formaliser la matrice culturelle du droit, où on va définir plusieurs types majeurs d'ontologie, des rapports des sociétés aux vivants. Alors, soit on est dans un type naturaliste, comme je dis, où là, il y a une franche séparation, ou bien on est dans l'ontologie des types relationnels, où là, on va être en relation avec un arbre, avec la rivière, avec. Mais en fait, c'est pas caricatural comme ça. En fait, on se rend compte dans la réalité qu'il y a une hybridation. C'est-à-dire que même ici en France, vous avez des gens qui ont une relation avec une rivière, et là, je l'ai vu en Lozère, là, assez extraordinaire, avec une rivière. Des gens qui ont des relations aussi, déjà avec leurs animaux domestiques, et puis qui ont des relations avec des arbres, etc., et qui montrent qu'ils sont à la fois, il y a une hybridation entre cette relation naturaliste et puis cette relation vraiment, ce rapport ontologique relationnel fort, quoi. Donc, voilà, on va passer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas caricaturer comme, voilà, les ontologies juridiques des relations aux vivants. Il ne faut pas considérer ça comme une caricature ou une séparation nette. On peut être à la fois, et moi je l'ai vu chez les Bassaris, bon, les Bassaris étaient à la fois totémiques, mais aussi ils avaient une relation, donc rentrer en communication avec les esprits de la forêt, donc ils avaient de l'animisme, et puis certains s'interrogeaient vraiment sur cette relation qu'ils pouvaient avoir, ils étaient un peu écartelés, donc un peu naturaliste. Donc voilà, l'être humain, c'est pas un androïde, c'est pas une équation ou un algorithme, c'est beaucoup plus que ça, et c'est des aspects qui ne sont pas du tout modélisables ou transformables en équation, quoi. Alors là, on retrouve les différents, voilà, puis on va bientôt finir. On retrouve donc les différents. Pardon, Dominique, juste un dernier point sur le précédent. Ouais, on retrouve cette idée de séparation apparaît bien entre les humains et non humains, et puis il y a cette idée de collectif, humain et non humain, et déjà de collectif ou de commun, hein, donc ça rejoint cette idée de commun, de droit de la nature, ou en tout cas sujet de droit. Pardon, avec cette notion de solidarité socio-écologique ou écologique, j'avais mis socio-écologique pour que ça soit mieux compris, et puis c'est non-humain sujet de droit. Alors, vous avez donc cette séparation des humains, et bien vous avez entre humains et non humains, vous avez cette intégration des sociétés dans les milieux écologiques, ou bien une continuité société-milieu. Voilà, donc je passe. Donc ce pluralisme juridique si cher effectivement à Étienne, et il avait, on ne peut plus, moi j'étais vraiment dans ses pas, là c'est évident, se définit par une diversité d'ordres de systèmes juridiques avec des droits étatiques effectivement, puis ces droits endogènes qui sont extrêmement riches, et puis maintenant les perspectives et les solutions qu'il peut y avoir pour rapprocher d'abord le légal au légitime, et puis peut-être de répondre aux besoins d'adaptation au changement climatique, voire anticipation, adaptation, voire de résilience face à cet effondrement de la biodiversité et à ce contexte-là, et bien par le droit négocié. Et on travaille sur la coélaboration d'une normativité par le bas, mais en associant les autorités, en associant le haut, quoi. Voilà. Et on travaille sur, et c'est le projet COFPAS, là, pour travailler sur des pactes territoriaux, donc de coviabilité socio-écologique. Voilà. Voilà, alors je termine là, hein, là je définis le pacte territorial, on est entre un plancher social, une sécurité alimentaire et un plafond écologique pour préserver les écosystèmes. Et c'est l'idée, alors ça, et c'est l'idée de travailler, on travaille sur 4 continents là actuellement, et de travailler sur une forme de régulation qui un rapport à la Terre, et pas qu'à la Terre, à la Terre et aux ressources et à tous les éléments biotiques, hein, aux éléments du vivant, quoi. D'une autre manière, quoi. Voilà.
Et on se rend compte de plus en plus qu'il faut il faut de moins en moins être dans une relation top-down et beaucoup plus impliquer les acteurs locaux, les autorités locales aussi. Bref, tout se joue de plus en plus maintenant. Tout va se jouer de plus en plus à l'échelle locale et territoriale. Voilà, c'est comme un retour au local. Et puis pour terminer, là c'est un exemple du lac Fitry. Vous avez d'un côté un droit législatif avec la propriété, le statut de la propriété, de la domanialité, tout orchestré autour d'un régime d'appropriation, mais complètement hors sol, quoi, complètement hors sol, parce qu'en fait la réalité c'est un droit endogène avec le statut de la terre qui est un patrimoine commun. Bon, je mets le mot patrimoine, mais c'est pas faux parce que on est dans les détentions de droits d'usage, on est dans l'usage et avec une série de droits et de droits répartis. Et puis entre les deux, ben, finalement, ce droit négocié, quoi, parce qu'en fait, il faut pour cette gouvernance locale, pour la construire, il faut la co-construire entre tous les acteurs qui ont des intérêts divergents et l'État. L'État qui est là et qui pense que bon ben voilà on va mettre un bulldozer dans tout ça pour promouvoir la culture du riz, etc. Parce que et voilà on est dans des réalités complètement différentes. Voilà, je passe parce que là aussi on pourrait y rester longtemps. Alors des médiateurs. La notion de médiateur, Étienne était sensible, extrêmement sensible à cette médiation. Hein. Eh bien, sont au cœur en fait du dispositif pour aboutir à des pactes territoriaux, à une forme de régulation donc locale. Les médiateurs territoriaux vont jouer avec les chercheurs un rôle évident. J'ai mis aussi les acteurs locaux, évidemment, ça c'est les stakeholders c'est les premiers à mettre, évidemment. Mais l'objectif, c'est qu'on est dans la chose, c'est que nous, on est dans un processus scientifique, donc il nous faut des données d'ordre purement physique, biologique, mais humaine aussi, avec des savoirs locaux. Et il nous faut développer tout ça, un processus de co-construction, parce qu'il faut un processus qui est mené à travers des enquêtes, des entretiens, des réunions, de groupes de travail, des plénières, des processus d'adoption, et ce partout dans le monde en fait. Hein. On se rend compte qu'on est tous des êtres humains pareils. Hein. Il ne faut pas croire. Après, c'est la politique qui va jouer, etc. Mais en général, voilà, les choses se jouent de la sorte. Il faut passer par ce processus-là. Et tout ça autour des modes d'existence qui sont bien différents selon les cas. En conclusion, eh bien, c'est changer de paradigme pour changer de matrice foncière, du développement durable à la viabilité socio-écologique, vous l'aurez compris. Quelle est donc cette nouvelle matrice du rapport de l'homme à la Terre, hein? On préfère parler de rapport de l'homme à la Terre et aux ressources qu'elle supporte. Hein? Ben là, on rejoint d'ailleurs tous les collègues de l'AFD hein, là-dessus. Hein. On est vraiment en phase pour intégrer les réformes foncières africaines. Parce qu'il faut que les réformes foncières cessent de raisonner comme il y a 20 ans ou 30 ans. Enfin, franchement, on se mord la queue constamment. Il s'agit de sortir du seul régime à la terre d'appropriation foncière. On n'est plus dans un rapport d'appropriation foncière, sauf en milieu urbain, etc. Mais sinon, il faut penser collectif en raisonnant en termes de commun humain, non humain aussi, bien sûr, parce que le non humain, en fait, on dépend. Les agriculteurs dépendent des arbres pour le sol de leur terre, etc., etc. Façonner un droit moins pyramidal, ça je l'ai bien souligné, et puis changer résolument de paradigme et de politique pour un droit qui offre une capacité d'adaptation et de résilience aux sociétés. L'enjeu, il est là. Repenser le développement durable par une co-viabilité socio-écologique pour que les sociétés puissent répondre aux défis présents et futurs du changement climatique et de l'urgence écologique globalement. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Là, on a bien senti, je pense, tout au long de la présentation, à quel point le fait d'avoir rencontré Étienne, le fait d'avoir pu discuter avec lui, échanger avec lui, a pu influencer toute
toute une vie de recherche intellectuelle, toute une vie professionnelle. Hein, jusqu'à maintenant, hein, on sent bien tous les questionnements très contemporains qui en découlent. Et puis, quelles sont toutes les richesses qui peuvent découler, voilà, des réflexions qui acceptent comme point de départ de mettre de côté la notion de propriété pour partir sur d'autres éléments. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour la richesse des tableaux aussi. Il y a un certain nombre de tableaux sur lesquels je serais bien resté un peu plus longtemps, certains tableaux sur le point ou autre, mais bon, le temps étant ce qu'il est, nous avançons, mais j'espère que nous aurons l'occasion de développer certains des points. Je laisse la parole à la salle. Alors, sur les deux interventions, hein, celle d'Olivier et celle de Dominique, soit pour des questions, soit simplement pour des remarques, hein, des remarques complémentaires pour ceux qui souhaiteraient intervenir sur ces nombreuses thématiques en réalité qui ont été abordées. Des remarques. Je m'appelle Ibra Sédégué, je suis un ancien noble laboratoire d'Afrique. J'ai travaillé avec Tim Leroy de 1988 jusqu'à l'émission du Suisse. Et donc, Olivier Barrière, je confirme ce qu'il dit par rapport à ses travaux au Mali, parce que par la suite, la Confédération française et les volontaires du progrès ont voulu que ces travaux soient vérifiés sur d'autres sites au Sénégal. Et donc, c'est moi qui ai été chargé de le faire. Et je l'ai fait en Casamance, donc sur 40 communes, où on a fait beaucoup de médiations foncières, où on a fait des registres fonciers, où on a fait des redistributions de la terre. Donc ça, je confirme l'analyse qu'il a mise en place avec Catherine Barrière. Donc j'ai suivi aussi avec Étienne Leroy. Et je préfère m'arrêter là. Je te salue et donc plein succès dans ce qui se fait. Je vois qu'on est tous dans la même problématique. Je préfère juste m'arrêter là pour ne pas me déposer là. Merci beaucoup. Je connais Étienne depuis longtemps et par rapport à tout ce qui a été dit, là je vois qu'il y a deux observations. La première, c'est que ce qui nous a fait nous rencontrer avec Étienne, c'était sans doute le choc qu'on a eu, chacun dans des conditions très différentes, quand on a commencé à travailler, avec des réalités qui n'avaient rien à voir avec la façon dont on pensait pouvoir les comprendre. Hein, donc Étienne, c'était au Sénégal avec Wolof, moi c'était au Nicaragua avec la révolution communiste, avec les origines communs, hein, mais c'est à partir de ça qu'on a commencé à remettre en cause un certain nombre de choses. Hein, donc ça, je crois que c'est important, et c'est pas sur la base de réflexion théorique au début, hein, c'est-à-dire que la réalité nous a montré qu'on n'avait rien compris. Quoi. Et donc à partir de là, on a commencé à chercher voir si on pouvait comprendre. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que dans ce qu'on a dit jusqu'à présent, il y a quand même une chose qui est frappante, c'est que la France n'est pas le seul État impérialiste colonial. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres aussi. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui a été décrit par Étienne, avec quand même une très très forte référence de ce qu'il explique sur les Wolofs, hein, en essayant de voir que le code civil, ça ne fonctionnait pas du tout. Hein, il y a eu, à côté de ça, les Anglais qui ont aussi colonisé, hein, ils étaient aussi puissants, peut-être même plus puissants que les Français. Il y a eu les Espagnols, hein, il y a eu un tas d'autres impérialismes, puis il y a les impérialismes modernes, actuels, russes ou chinois, ou tout ce qu'on veut. Hein, et donc il y a finalement, il n'y a pas un discours à construire seulement face au code civil, mais aussi face aux autres façons de voir les choses. Hein, et donc je pense que ça, c'est un petit peu absent dans la discussion qu'on a eue ce matin, et c'est un petit peu dommage. Parce que, de fait, beaucoup d'anglo-saxons, par exemple, avaient beaucoup de mal à comprendre l'originalité de la pensée d'Étienne, me semble-t-il. Hein, parce que pour eux, le fondement s'est basé sur la common law et c'est basé sur, finalement, la reconnaissance de droits multiples. Bon, il se trouve que dans la pratique, ils sont parfois encore plus propriétaristes que nous, mais ça, c'est donc ces choses-là qui sont intéressantes qu'on avait aussi discuté au niveau du comité foncier. Hein, donc je pense que c'est important de voir que pour pouvoir discuter, finalement les choses ne sont pas si compliquées que ça. Hein, on avait fait une fiche là sur les droits de propriété que Étienne avait relu soigneusement et qui essayait de montrer que finalement chaque personne en tant que telle n'est pas un individu, n'est pas un individuel,
hein, mais fait partie de multiples communautés. Et donc finalement, cette appartenance à de multiples communautés fait qu'on a des droits en tant que personne, mais aussi on a des droits en tant que membre d'une municipalité, en tant que membre d'une ethnie, en tant que membre d'un État, en tant que membre du monde. Hein, donc à chacun de ces droits mérite un certain type de gouvernance et des institutions de gouvernance qu'il faut créer et remettre en forme à chaque fois. Donc je pense que c'est un peu la réflexion que j'aurais par rapport aux deux interventions qu'on a eues là, c'est-à-dire que c'est finalement on peut quand même dire les choses de manière très simple, sans avoir besoin d'inventer des concepts très compliqués. Quant à la possibilité de donner des droits aux êtres vivants, c'est certain que si on donnait des droits de vote aux insectes en France, la loi sur le glyphosate ne sera pas appuyée par la France au niveau du Parlement européen. Hein. Mais bon, donc je pense que dans la pratique, on ne peut pas le faire non plus, donc c'est compliqué aussi. Ça me pose des problèmes. Non, c'est sujet de droit, en fait. Vous avez deux choses, accorder des sujets de droit ou la personnalité juridique. Alors la personnalité juridique, là je vous rejoins un peu, effectivement c'est compliqué, c'est pas évident quoi. On va donner une personnalité juridique à un commun environnemental, on va dire, mais c'est vrai que donner une personnalité juridique aux insectes, ce serait un peu délicat. Par contre, il y a des insectes, je n'ai pas dit tous les insectes, il y a certains insectes ou certains animaux, ou certains êtres vivants qui peuvent tout à fait effectivement avoir un droit, des droits d'exister, de ne pas être pollué, de ne pas être détruit, comme une rivière, etc., un écosystème. Et ça serait un sacré bond en avant pour passer d'une forme de reconnaissance que les êtres vivants sont des sujets et non pas des objets. Alors là, c'est un bond énorme en avant. Et ça, c'est vrai que peut-être pas beaucoup de gens peuvent entrer là-dedans, ou pas suffisamment. Mais ça va être inéluctable de toute façon, qu'on le veuille ou pas, quoi. Voilà. Et ça va faire preuve que vraiment on passe à un niveau supérieur en accordant des droits et donc une relation différente à des forêts, à des arbres, les arbres dans la ville par exemple. Les élus continuent à couper les arbres dans les villes alors que c'est essentiel. Voilà, donc il faudra sacraliser l'arbre, et donc leur conférer enfin les mettre un statut de sujet de droit et non pas d'objet, quoi. Je voulais juste évoquer, vous entendez Ibra parler de la Casamance, le travail qu'il a fait aussi avec Gertie Esseling. Gertie Esseling, c'était une chercheuse hollandaise qui nous a quittés hélas en 2009. Et moi, j'ai travaillé après avec elle dans le cadre défense des droits au Mali. Et elle évoquait tout le temps le travail et le plaisir qu'elle avait eu à travailler avec Étienne. Et c'était vraiment. Elle racontait au début, quand ils étaient arrivés, que c'était vraiment un chantier complètement nouveau et qu'ils découvraient plein de choses. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de remarquer la grande actualité, y compris chez nous. Là, je suis en train de penser aux méga-bassines. Par exemple, on a un certain nombre d'autorités chez nous. Là, je pense peut-être plus à M. Darmanin, qu'il faudrait expliquer un certain nombre de choses, quoi, parce que c'est assez effarant. Il n'y a pas longtemps, il y a une loi qui est sortie aussi ici. Vous risquez 750 € d'amende si vous allez vous promener dans une forêt. On a privatisé des forêts. Ça, c'est un marquis qui a lancé un truc comme ça, mais maintenant, c'est valable sur toute la France. Voilà. Et puis, les méga-bassines, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment une privatisation de l'eau. Des ressources en eau pour quelques-uns. Parce que, bon, apparemment, là, celle des Charentes-Maritimes vont être détruite, donc, mais on a encore du travail. Franchement, et quand Alix, tout à l'heure, t'évoquais le coup tordu qu'on a essayé de faire à Étienne, et moi j'ai repensé au coup tordu quand il était tombé malade. Oui. Qu'on a essayé à ce moment-là, qu'il était dans le coma d'ailleurs. On a vraiment tous croisé les doigts.
Et du coup, on a tenté de supprimer ses cours et le LHP au moment où ça lui est arrivé. Et il y a eu une très forte mobilisation autour d'Étienne. Et voilà. Je me souviens, c'est Michel Alliot qui est venu en 24-48 heures. Il est venu faire des cours à la place d'Étienne. Ouais. Toi, pareil. Et puis on s'est regroupé à un certain nombre pour se bagarrer pour que l'AJP puisse continuer à exister. C'était vraiment. Et ça avait été assez rude, c'était feutré, mais assez clair, et il a fallu se mobiliser très vite. Et ça s'est fait. J'ai eu le souvenir de Michel Alliot arrivant tout de suite, en disant bon, je reprends les cours. Et comme il était aussi, Michel Alliot était un des créateurs du GMD. Bon, c'est vrai du coup, on a fait un petit groupe de protection et de reprise d'activité pour être sûr que le travail puisse continuer. Et moi, je sais quand on fait régulièrement au Mali, c'est pareil, les travaux d'Étienne sont connus, suivis, appréciés. C'était juste d'une vieille génévéenne qui a eu beaucoup de plaisir à travailler en plus avec Étienne. C'était vraiment un vrai plaisir de bosser avec lui. Et le droit, la protection de la personnalité de l'eau, des fleuves, ça commence à arriver au plan international, en Amérique latine entre autres. Il y a du droit qui est en train de frémir un petit peu. J'en ai entendu parler dans les organisations de défense des droits qui du coup veulent donner une personnalité aux fleuves. Bon, sauf que c'est vrai que ça pose beaucoup de questions de comment ça se met en place, etc. C'est très compliqué. Et la protection des arbres et des forêts ici, c'est... Bref. La dimension écologique, bien sûr, elle est très importante, surtout maintenant, mais comment vont s'appliquer tous ces droits est-ce qu'on ne va pas non plus tomber peut-être dans des excès? Évidemment, on doit le faire. En parlant tout simplement. Et donc, Olivier, ton droit de cognabilité, finalement, il s'enracine complètement dans une approche locale. Pas que, en fait, il pourrait. Les cognabilité, il faut quand même qu'il y ait plusieurs communautés, plusieurs personnes qui se mobilisent. Est-ce que tu le vois au niveau des politiques? Ah bah oui, ça peut complètement rentrer dans le champ politique et ça devrait le rentrer de toute façon, que ce soit à l'échelle, nous on expérimente à l'échelle territoriale bien sûr, mais ça peut tout à fait entrer dans un cadre national, voire international. Et les Nations Unies auraient tout intérêt à s'emparer de ce genre de concept qui serait beaucoup plus performant et opérant que celui des ODD, quoi, les objectifs de développement durable, qui de toute façon on patine depuis près de plus de 30 ans là-dessus, et on va encore patiner de toute façon. Et puis on voit ce à quoi ça nous amène. Tandis que la notion de coviabilité, elle est issue de la notion de viabilité des systèmes. Un système est viable que si d'autres systèmes auxquels il dépend sont viables. Voilà, donc c'est issu d'une théorie mathématique d'ailleurs, de collègues, et cette interdépendance, eh bien, elle est soulignée par tous les auteurs. Enfin bon, ça n'est plus à démontrer. Et d'un point de vue écologique, même en sciences écologiques, il parle pas de. C'était François Ramade qui a d'ailleurs conclu mon ouvrage. L'ouvrage de Coviability, là, en anglais. François Ramade, c'est quand même un ponte, un écologue qui a fait 20 ou 30 ouvrages, et c'est une référence mondiale là-dessus. Et c'est vrai que lui, de suite, quand je lui ai parlé de coviabilité, il a de suite adhéré, quoi.
Et parce que ça, voilà, ça, c'est identifié dans un processus scientifique. Et alors, comment le faire passer dans le politique? Eh bien, c'est justement ce à quoi on travaille à travers des pactes de territoire. Et aller plus loin, ça sera peut-être remonter à l'échelle nationale pour que ce soit intégré dans le droit commun, le droit national, quoi, le droit positif, directement, quoi. Et puis, c'est vrai que les Nations Unies, là, on est en relation, nous, avec l'UNESCOMAB, auraient tout intérêt à intégrer ce concept dans le cadre des réserves de biosphère. C'est clair qu'une réserve de biosphère, elle peut se définir, elle n'est plus un modèle de développement durable. Moi, ça, je ne l'ai pas vu, parce que je fais plein de réserves de biosphère là, dans le cadre de ce projet, et non, ça n'existe pas. Mais par contre, coviabilité, ça parle aux acteurs des territoires. Et là, par exemple, à Moëli, puisque je vois qu'il y a Sigrid qui est là, eh bien, à Moëli, ils nous ont dit, mais nous, on est dans la coviabilité. Voilà, donc ils ont compris complètement le sens de ces propos, et enfin de ce concept, et donc ils adhèrent complètement, quoi. Donc voilà, c'était aux Comores, hein. En Indonésie, c'est un peu différent parce que on est dans complètement une autre schème, d'autres schèmes culturels, mais oui, il faut qu'on prenne le temps. Voilà, on a besoin de plus de temps pour échanger là-dessus. Mais ces concepts nouveaux de toute façon, sont impératifs, de plus en plus impératifs. On a vraiment besoin pour s'en sortir pour s'en sortir tant que faire se peut, hein, bien sûr, parce que l'avenir, il est vraiment morose, hein. Ça, c'est même pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un scoop, c'est le GIEC, etc., et les réalités actuelles, ne serait-ce qu'en France, à des endroits où il pleut, où il y a des inondations excessives, d'autres périodes de l'année où c'est caniculaire ou sécheresse. Bref, voilà, tout ça y contribue. Juste une petite précision, parce que l'entrée de la pensée de Kilderoy, c'est la construction de la pensée occidentale, sans suffisance par rapport d'abord à Hegel qui disait que l'Occident est mouvement. Et il y a aussi le fait qu'il y avait la conception de terre va compter 100 mètres. Dans ma propre région, je suis du Nord, je suis peu les Wolofs à la fois, où des hectares de terre ont été fédérés, la publicité, tout ça, ça ne valait rien. Et donc jusqu'à présent, les gens se battent. Et donc, moi, j'ai fait aussi l'agriculture, on voit bien comment cette conception occidentale viole les droits des gens et la suffisance des Occidentaux qui viennent de toute façon se dire toujours qu'on a compris mieux que vous. Et donc on vous explique comment il faut être, comment il faut se façonner. Et ça, je trouve ça assez prétentieux et décalé du tout. Et jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Moi, je suis du nord, la frontière sénégalo-mauritanienne, où il y a des hectares de terre, il n'y a pas de cadastre, mais le cadastre est mémorisé. On sait que telle localité appartient à telle et telle, et il n'y a pas de conflit. Les conflits fonciers sont nés avec l'arrivée de la France, avec l'arrivée des Occidentaux, la suffisance du général Fédère, donc des gens ont combattu, hein, des gens sont morts là-bas debout, attention. Et donc, l'ordonnance de 1905 et de 1925 pour balayer tout ça et dire que ça ne vaut rien. Et les États africains sont fondés, sont créés là-dessus. Et les travaux d'Étienne Leroy, en quoi ils sont originaux? Parce que quelques années après que le Sénégal ait voté la loi 6446 du 17 juin 1964, la loi sur le domaine national, c'est là où Étienne Leroy a fait son travail. Et comme il a dénoncé un certain nombre de choses, Senghor l'avait interdit de séjour au Sénégal. Et donc la sénégalité de Leroy, d'Étienne Leroy, qui a travaillé avec Mamadou Niang chez les Wolofs. Et donc ils ont tout un système, des systèmes qui existent, mais qui sont tellement complexes que l'occidental rapide d'un revers de main va dire tout ça, ça ne vaut rien. Allez, on prend le code civil. Le code civil, ils ont tenté de l'appliquer depuis 1830. Les gens n'en veulent pas, parce que ce n'est pas le référent culturel. Donc, Étienne a rappelé que le droit, c'est un produit culturel. Et donc, aussi qu'il n'y a pas de société sans droit. Il y a des sociétés sans État. Dire que droit égale loi, c'est une vision très réfractaire, c'est une vision vraiment très étriquée des choses. Et donc, jusqu'à présent, c'est là-dedans qu'on nous met, on cherche à prendre ça, et donc, mais ça ne passe pas, ça ne compte pas. Et on va dire, oui, les gens ne sont pas développés. Non, mais c'est que les gens ne veulent pas.
les gens ne sont pas sous-développés, c'est la conception des Occidentaux qui sous-développe les gens. Et donc, tant qu'on a ces pensées, et derrière toutes ces théories juridiques, c'est des racistes ferrés qui sont derrière, que ce soit Hegel, que ce soit Montesquieu, que ce soit Rousseau, que ce soit tout ça. On a réussi aussi à fouetter tout ça. En tout cas, je salue l'humanité d'Étienne Leroy et si ça représente le droit des gens à exister, à penser, à produire. Et donc, dans ma région, on n'a pas besoin d'être là. On a construit beaucoup de choses sur nos associations qui sont là, qui le font. On n'invoque pas l'État, on n'invoque pas, on voit. C'est maintenant que les gens commencent à manifester par rapport à l'État parce que les gens ont pensé se construire eux-mêmes en dehors de l'État. Ce que la France a du mal à accepter, ce que l'AFD a du mal à accepter, ainsi de suite. Et maintenant, ils essayent de se coller par rapport à l'actualité pour redéfinir toutes ces relations entre l'Afrique et la France, bien le Sénégal et la France. Mais jusqu'à présent, on n'a pas touché le fond des choses. Le fond des choses, c'est de laisser les gens se structurer tels qu'ils ont pensé. Ouais. Après cette intervention, effectivement, de réflexion, idéalement, sur cette réflexion, et puis le temps étant malheureusement compté, enchaîner aussi, enchaîner avec